Robert Wilson était l'incarnation d'une jeunesse privilégiée, avec ses conditions de vie luxueuses, sa voiture de luxe, sa coiffure à la mode et ses vêtements de créateur. Cependant, lorsqu'il s'agit de son travail, il se transforme en un homme ordinaire, ne conservant que sa coupe de cheveux distincte. Souvent caché sous un chapeau de médecin, Robert occupait le poste prestigieux de chef du service pédiatrique d'un grand hôpital multispécialisé. Ce choix de carrière a surpris ses parents aisés, compte tenu de son passé tumultueux et de son comportement non conventionnel. Ils ont trouvé sa décision perplexe, mais l'ont jugée acceptable pour une période temporaire. En conséquence, ils ont observé de près l'engagement inébranlable de Robert dans ses études, anticipant une éventuelle perte d'intérêt. À leur grande surprise, Robert a prouvé que leurs attentes étaient fausses, terminant avec succès sa première année d'études et partant en vacances pour rendre visite à son oncle à l'étranger. À son retour, les yeux de Robert brillaient d'enthousiasme tandis qu'il racontait des histoires passionnantes sur les progrès remarquables de la médecine dont il avait été témoin au cours de sa visite. Il s'exclame : « Tu ne peux pas imaginer le niveau de la médecine là-bas, papa. Mon oncle a orchestré un accès incroyable pour moi, et j'ai passé plusieurs jours à observer et à aider dans le service des enfants. C'était impressionnant et cela m'a donné envie de devenir un médecin exceptionnel, comme eux. » Les parents de Robert échangent des regards étonnés, stupéfaits de constater qu'une personne peut subir une transformation aussi profonde en un seul instant. Mr. Wilson intervient et prend un engagement : « Si tu réussis à passer la 2e année, je t'enverrai à l'étranger pour poursuivre tes études de médecine. Tu mérites la meilleure éducation, mon fils. » Fidèle à sa parole, il tient sa promesse et envoie Robert étudier la médecine dans un pays étranger. Robert est revenu avec un diplôme prestigieux, débordant d'innombrables idées et d'une détermination inébranlable à guérir tous les enfants du monde. Au cours d'un dîner de célébration, où plusieurs prétendants potentiels étaient présents, déguisés en enfants d'amis de la famille, M. Wilson s'est adressé à son fils, lui exprimant son respect pour la voie qu'il avait choisie et sa joie d'accueillir un médecin dans la famille. Cependant, il se sent obligé d'élucider les inconvénients potentiels du travail dans un hôpital public. Robert, en pleine conversation avec l'une des jeunes femmes, fixe son regard sur son père avec une réelle curiosité. Il demande alors : « S'il te plaît, éclaire-moi, papa. Je suis curieux de savoir pourquoi tu penses que travailler dans un hôpital public n'est pas la meilleure option pour moi. » Mr. Wilson a répondu : « Tout d'abord, les récompenses financières dans un tel environnement ne sont pas substantielles. Deuxièmement, pourquoi s'occuper d'enfants issus de milieux défavorisés ? Tout parent responsable chercherait à se faire soigner dans un hôpital privé plus conventionnel. » Robert sourit et répond : « Papa, je suis déterminé à travailler dans un hôpital ordinaire. » Tout d'abord, il offre diverses possibilités d'évolution professionnelle. Deuxièmement, ces enfants ne sont pas responsables de la situation de leurs parents. Étonnamment, M. Wilson n'a pas persisté à exprimer sa propre opinion, réalisant que la conviction de son fils était peut-être alimentée par un sens inébranlable de l'objectif et de l'empathie. Won et Robert s'esclaffent en observant le désintérêt des filles. Pendant près de 2 ans, Robert s'est consacré à son travail, principalement aux urgences, où il a rencontré une multitude d'enfants souffrant de maux divers. Le médecin-chef de l'hôpital lui avait dit un jour que pour devenir un bon médecin, il fallait apprendre à ne pas se laisser envahir par le chagrin. Un médecin doit aborder son travail avec un esprit clair afin de poser des diagnostics précis. Aujourd'hui, Robert comprend la sagesse qui se cache derrière ces mots. Au début, il avait envie de pleurer lorsqu'un enfant gravement malade lui était amené, mais il a appris à se ressaisir et à se concentrer sur les soins et les traitements nécessaires. Malgré la douleur qu'il ressentait, il n'a jamais laissé ses émotions entraver son travail. Il y a 3 mois, Robert a reçu une convocation du médecin-chef, lui demandant d'être présent. « Veuillez vous asseoir, docteur. » Robert s'assit, conscient que le médecin-chef était connu pour son équité, mais aussi pour sa sévérité. Il n'était pas rare que quelqu'un entre dans son bureau en s'attendant à être félicité, mais qu'il reparte sans travail. Robert essaie de se souvenir des erreurs qu'il a pu commettre, mais rien ne lui vient à l'esprit. « Docteur Wilson,
Aimez-vous travailler dans notre hôpital, demande le médecin-chef. Tout va bien, docteur Flannery, j'aime mon travail et tout me convient, répond Robert. Le médecin-chef sourit, vous êtes la première personne que j'entends dire cela ces derniers temps. D'habitude, tout le monde se plaint. Certains sont mécontents de leur salaire, d'autres de leur emploi du temps. Robert répond, je n'ai pas à me plaindre. Le médecin-chef poursuit, j'ai entendu parler de vos réalisations et de votre volonté d'assumer des responsabilités supplémentaires. C'est très impressionnant, vous savez, lorsque je vous ai engagé, j'étais certain que vous ne tiendriez pas un mois. J'ai même fait un pari avec l'un des superviseurs, et j'ai perdu. Et maintenant, j'ai un problème, votre chef de service part à la retraite, et nous avons besoin de quelqu'un qui puisse non seulement gérer le service, mais aussi être un médecin exceptionnel. J'ai soigneusement examiné tous les candidats. Et je suis convaincu que personne d'autre que vous n'est apte à jouer ce rôle. Pour être honnête, Robert se sentait dépassé par les événements. Devenir chef de service à l'âge de 30 ans était un honneur inattendu. Cependant, il ne se considérait pas comme le meilleur de ses collègues. Il y avait des médecins qui excellaient davantage et qui avaient plus d'expérience. J'ai déjà signé votre rendez-vous, alors venez directement à votre bureau demain, et nous changerons le panneau aujourd'hui, a dit le médecin-chef. Peu de temps s'était écoulé depuis, mais il semblait que Robert avait toujours été responsable. Au début, son père avait essayé de le transférer dans une clinique privée, mais lorsqu'il a vu la passion et le dévouement de Robert pour son travail, il n'a pas pu s'empêcher d'être fier des réalisations de son fils. Robert a pris le rôle de chef, ce qui a amené M. Wilson à se détendre et à proposer de soutenir pleinement le service. Fou de joie, Robert a embrassé son père et lui a exprimé sa gratitude, soulignant sa volonté de l'aider de toutes les manières possibles. En conséquence, le service prospère rapidement et est reconnu comme le meilleur de la ville. Même les parents aisés se demandent s'ils doivent confier leurs enfants à une clinique privée ou à l'établissement exceptionnel de Robert. Pourtant, ce succès n'aurait pas dû être une surprise. Le père de Robert avait prouvé qu'il était un homme de parole, puisque le service avait reçu non seulement de nouveaux équipements, mais aussi d'importantes rénovations et un grand écran plasma dans la salle de jeu. Un matin de printemps, Robert quitta précipitamment la maison, appréciant la façon dont les appels matinaux de sa mère le revigoraient, un peu comme une douche froide rafraîchissante. Son air familier lui rappelait qu'il n'était pas marié, tandis qu'elle se plongeait dans les listes de ceux qui étaient déjà devenus grands-parents, parents, et même de ceux qui avaient trouvé l'âme sœur. Robert n'a pas les trois, ce qui laisse Mrs. Wilson se demande ce qui ne va pas chez son fils. Robert n'a pas le cœur à exprimer son épuisement face à ces conversations, préférant écouter patiemment et feindre l'intérêt. Bien qu'il ait déjà eu des relations, elles semblaient toujours s'effondrer une fois qu'elles dépassaient le stade de quelques rencontres occasionnelles. Pour une raison ou une autre, ses partenaires lui proposaient de quitter l'hôpital pour créer sa propre clinique. Robert n'arrivait pas à comprendre pourquoi on lui proposait un tel changement. Il chérit sa profession actuelle et n'a aucune envie de l'abandonner. À la suite de ces discussions, tout semblant de compréhension s'est rapidement dissipé et les numéros de téléphone de ces femmes ont été rapidement supprimés des contacts de Robert. Robert n'a rencontré qu'une seule fois un problème important avec sa petite amie Jaga, une brune vibrante et frappante qui se nourrissait de l'attention des hommes, savait exactement ce qu'elle désirait dans la vie. À ce moment-là, elle aspirait à devenir la femme de Robert. Réalisant que Jaga empiétait progressivement sur son espace personnel, il a rapidement mis fin à leur relation. Mais la femme ne se laisse pas décourager. Robert ne sait pas quand elle a réussi à obtenir le double des clés de son domicile, mais une semaine plus tard, il est confronté à une Jaga entièrement nue en rentrant du travail. Furieux et incommodé, Robert a dû s'atteler à la tâche ardue de la faire sortir de chez lui et de changer les serrures de sa porte d'entrée. Robert a garé sa voiture sur le parking de l'hôpital, où il ne restait que quelques places libres. De nombreux véhicules remplissent le parking, leurs moteurs ronronnent doucement. Parmi eux, une voiture se distingue toujours, celle du docteur Wilson, qui a l'habitude d'arriver parmi les premiers. Robert, plongé dans ses pensées, entendit une voix derrière lui et se retourna pour voir le médecin-chef s'approcher.
Je vois que vous êtes un lève-tôt, remarque le médecin-chef avec une pointe d'amusement. Robert acquiesce, reconnaissant son penchant à arriver en avance, surtout avant le début des visites. Il avait l'habitude de s'enquérir auprès des infirmières des événements de la nuit, quels enfants avaient un sommeil agité, lesquels manquaient d'appétit pendant le dîner et lesquels se languissaient de leur mère en pleurant. Les infirmières de son service sont exceptionnelles et excusent rapidement toutes personne désintéressée par le bien-être des enfants dont elles s'occupent. Bonjour, docteur Flannery, salue Robert avec un petit rire, reprenant à son compte la métaphore de l'oiseau matinal. En effet, poursuit-il, je crois que c'est une intervention divine qui vous a amené ici. Le docteur Flannery a ensuite fait part de la faveur qu'il recherchait, aider la nièce d'un ami, une étudiante assidue qui aspirait à devenir pédiatre. Malgré le soutien financier de son oncle, elle tient absolument à gagner sa vie. Sa seule demande est un emploi à temps partiel jusqu'à la fin de l'année scolaire et pendant l'été. Le docteur Flannery, conscient des problèmes de personnel dans son service en raison de la saison printanière, est favorable à l'idée d'accueillir la nièce. Il assure Robert qu'il étudiera sa candidature, reconnaissant d'avoir l'occasion d'aider une amie d'enfance qu'il chérit. Robert, rassuré par l'assiduité de la jeune fille, exprime sa volonté de l'intégrer. Après une brève promenade dans le département, consolant une enfant en détresse qui souhaitait ardemment la présence de sa mère, Robert est retourné à son bureau pour se préparer aux tournées imminentes. Un coup interrompit ses pensées et il accueillit une silhouette étonnante dans son bureau. La petite fille aux cheveux tressés et aux yeux verts captivants se présenta, faisant référence à la mention du docteur Flannery. La jeune fille rougit profondément en s'adressant à Robert, qui la regarda avec surprise. Il ne sait momentanément plus quoi dire et tousse plusieurs fois pour rassembler ses idées. Il finit par répondre, « Oui, nous lui avons parlé ce matin, je n'avais pas réalisé que vous étiez si rapide. » La jeune fille sourit, dévoilant une rangée de dents blanches, et répondit, « J'habite tout près. » Robert se sentit stupide de ne pas s'être souvenu que la jeune fille vivait dans un dortoir proche de l'hôpital. Il jette un coup d'œil à sa montre et dit, « J'ai une tournée à faire. Si tu veux, tu peux venir avec moi et nous pourrons parler du travail. » La jeune fille s'empresse de répondre, « Oh, j'en serais ravie. Au fait, je m'appelle Charlotte. » Robert sourit et se présente sous le nom de Robert Wilson. Au cours de ses tournées, Robert examine les enfants malades, donne des ordres et parle aux garçons et aux filles. Charlotte le regarde avec admiration. Lorsqu'ils rentrèrent au bureau, elle soupira et dit, « Je deviendrai sûrement un aussi bon médecin que toi. » Robert demanda, « Tu penses que je suis un bon médecin ?» Charlotte acquiesce et explique, « Il y a 6 mois, tu as soigné une fille qui est notre voisine du village. » Ses parents étaient très inquiets de sa santé fragile. Ils pensaient que les infusions de plantes contenaient les vitamines nécessaires, mais vous avez remarqué le vrai problème. Aujourd'hui, la jeune fille est active et sa mère est stupéfaite. Merci de l'avoir aidée. Robert se souvient de la jeune fille CLA qui avait souffert de l'ignorance de ses parents. Il les a grondés et leur a fait comprendre les conséquences de leurs actes. Il a traité CLA avec succès et maintenant elle se porte bien. La mère de Charlotte interrompt la conversation pour exprimer sa gratitude. Elle lui dit, « Vous avez littéralement sauvé la vie de CLA. C'est incroyable comme le monde est petit depuis qu'elle s'est éveillée. Elle perçoit tout sous un jour nouveau. En tant que guérisseur d'adultes, on pourrait dire la même chose de vous, » s'amuse Robert. Asseyez-vous. Je vais appeler l'infirmière en chef et nous établirons votre emploi du temps. C'est alors qu'entre Anna, une spécialiste robuste, turbulente et professionnelle. Les infirmières redressent immédiatement leur posture à son arrivée, mais son comportement change du tout au tout lorsqu'elle pose les yeux sur un enfant. Dans ce cas, elle parlait doucement et son toucher était aussi délicat qu'une plume. Les enfants qui croisent son chemin cessent immédiatement de pleurer. Au début, Robert est prudent avec l'infirmière en chef et remarque la crainte que les autres infirmières éprouvent à son égard. Il pense que de telles relations les gênent dans leur travail. Cependant, un jour, une ambulance leur a amené un garçon. Il était tombé d'une maison de jeu dans le jardin et semblait s'être cassé la jambe. Souffrant atrocement,
il hurlait et ne laissait personne s'approcher de lui. Les infirmières craignent qu'il ne se blesse davantage avec ses mouvements frénétiques. Sa mère était en route, mais la circulation l'a retardée de 30 minutes. Elle était au téléphone avec l'enseignant, qui essayait de réconforter le garçon et de le mettre en contact avec sa mère. Pendant 5 minutes angoissantes, la salle d'urgence a résonné des cris perçants du garçon, captant l'attention de près de la moitié de l'hôpital. Puis Anna est apparue, et tout le monde s'est instinctivement dirigé vers elle. Pendant une brève accalmie dans les cris du garçon, elle a commencé à lui parler. À partir de ce moment-là, il n'est plus jamais tombé dans l'hystérie. Il a même permis à Anna de lui faire une piqûre. 5 minutes plus tard, le médicament fait effet et ils peuvent enfin commencer l'examen. Plus tard, Robert trouva Anna assise dans son bureau, regardant par la fenêtre. Lorsqu'il entre, elle se lève et demande: « Dois-je écrire une lettre de démission ?» Robert est d'abord déconcerté, puis il se rend compte qu'elle l'a tout simplement compris. Ses pensées, son insatisfaction. Avant de s'approcher d'elle, Robert jette un coup d'œil à son dossier. 15 ans d'expérience auprès des enfants. Impressionnant. Anna, je suis venu te demander pardon, dit Robert, vous êtes la meilleure infirmière pédiatrique, et ce serait un honneur d'être amis, si vous me le permettez, après tout ce temps passé à travailler ensemble. Robert remarque que des larmes brillent dans les yeux d'Anna. À partir de ce moment-là, ils sont devenus de vrais amis. Peu à peu, Robert se rend compte que l'expertise d'Anna dépasse le domaine des soins aux enfants. C'est une spécialiste exceptionnelle dans son domaine, qui maintient un niveau de soins irréprochable. La gestion par câble des documents et des médicaments s'est améliorée et lorsqu'Anna a reçu l'appel de Robert, elle n'a pas pu contenir son excitation. Elle avait l'impression que ses prières avaient été exaucées. Ils avaient un besoin urgent d'une autre infirmière. Anna a reporté son attention sur Charlotte et lui a dit: « Si j'ai bien compris, vous souhaitez travailler avec nous. Pouvez-vous nous parler un peu de vous ?» Charlotte secoue la tête. « Je m'appelle Charlotte, je suis actuellement à l'école de médecine et j'aimerais acquérir de l'expérience dans mon domaine de prédilection. C'est pour cela que je suis ici. Ma priorité est de devenir médecin, et c'est tout. » Robert est surpris par la réponse de Charlotte. Elle parlait comme lui, un bachelier dévoué et un vrai médecin dans l'âme. Charlotte se plonge avec application dans son travail et Anna lui rend fidèlement compte de ses progrès. Au début, Robert ne comprend pas pourquoi, mais il se rend compte qu'Anna considère Charlotte comme sa protégée. Décidé à mettre les choses au clair, il entre dans la chambre de Charlotte et demande: « Anna, est-ce que je vous dérange ?» « Non. »« Docteur Wilson, entrez. Si vous pouviez m'offrir du thé ou du café, je vous en serais très reconnaissante, » répond Anna en souriant. Robert rit et demande: « Cela vous dérange si je prends du cacao ? C'est la seule chose que je bois, je le prépare toujours frais pour le travail et je le garde dans un thermos. Du cacao ? Je n'en ai pas bu depuis des lustres. » Je suis d'accord, s'exclame Robert. Alors que le cacao est versé dans des tasses, une assiette de sandwich apparaît devant lui comme par magie. Robert entame la conversation en disant: « Anna, je crois qu'il y a un malentendu entre nous. Charlotte n'a aucun lien avec moi. Elle est la nièce d'un ami du médecin-chef, vous n'avez donc pas à me signaler ses agissements, elle est sous votre supervision. Vous pouvez la discipliner ou la féliciter sans aucune hésitation, Dr Wilson. » Anna s'esclaffe et répond: « Oh, voyons. Vous pensiez vraiment qu'il se passait quelque chose dans notre service dont je n'étais pas au courant? Bien sûr, je connais les antécédents de Charlotte, je sais qu'elle est venue d'un village pour s'installer dans notre ville et je sais à quel point elle est déterminée. Je peux même vous en dire plus, je vois que vous l'aimez bien. » Robert est décontenancé. Robert s'étonne: « Quoi? Charlotte? Non, Anna, tu te trompes. Elle n'est pas du tout mon genre. » Anna rit à nouveau et dit: « Alors, Dr Wilson, il semble que vous ne connaissiez même pas vos propres préférences. Les filles minces et grandes sont à la mode. Peut-être pensez-vous que vous les aimez. C'est comme les chaussures, on aime et on porte toujours ce qui est à la mode, mais à la maison,
c'est un grand plaisir de mettre ses pantoufles préférées. Robert réfléchit un instant. Anna avait raison à certains égards, mais certainement pas en ce qui concerne Charlotte. Il n'éprouvait pas de véritable affection pour cette fille. Qu'elle soit son genre ou non n'avait pas d'importance cependant. Il ne pouvait s'empêcher de penser qu'Anna avait en quelque sorte porté la poisse. Malgré ses réserves, Robert a envie de passer plus de temps avec Charlotte, partout. Il l'avait déjà vue auparavant, mais maintenant, il avait l'impression de ne pas pouvoir s'arrêter de la regarder. Il ne pouvait s'empêcher de remarquer qu'elle avait le genre de silhouette dont rêvent la plupart des filles, et que ses yeux étaient captivants chaque fois que leurs regards se croisaient. Pour une raison ou une autre, il se sentit gêné et détourna rapidement le regard, de peur de s'attarder sur ses lèvres et sur ses propres pensées. Charlotte travaillait depuis 2 mois déjà, et elle s'était rapidement liée d'amitié avec toutes les infirmières. Robert n'avait jamais vu Anna élever la voix contre Charlotte. Il savait très bien que même le médecin-chef avait peur de l'infirmière en chef. Il était donc évident que sa seule recommandation n'était pas la raison de la gentillesse d'Anna à l'égard de Charlotte. Il semblait que Charlotte était vraiment exceptionnelle dans son travail. Un jour d'été, alors que la plupart des autres médecins sont en vacances, Robert se retrouve en service de nuit. Par coïncidence, il est jumelé à Charlotte. Il n'arrive pas à déterminer s'il en est heureux ou triste, mais une chose est sûre, il ne pourra pas dormir ce soir après la tournée. Soudain, Charlotte se précipite vers lui. « Docteur Wilson, on a besoin de vous dans la salle d'attente. Il y a une fille dans un état critique. » Sans hésiter, il la suit dans la salle d'urgence. Là, il voit une fille d'une pâleur anormale. Elle pleurait et vomissait sans cesse. Sa mère était à ses côtés et ne cessait de répéter qu'elle avait toujours été une fille difficile. La jeune fille a regardé sa mère les yeux pleins de larmes et l'a supplié, « Ce n'est pas vrai. Je n'ai rien fait », mais sa mère la repousse en lui disant de se taire. Elle lui dit de se taire. « Espèce de misérable. Tu n'es rien d'autre qu'une source d'ennui », lui dit-elle d'un ton cassant. C'est la première fois que Robert est témoin d'une telle cruauté à l'égard d'un enfant. D'habitude, quand une mère amène son enfant, elle a plus peur que lui, et il a vu de nombreuses fois des mères s'évanouir dans la salle d'attente sous le choc d'une maladie grave. « Arrêtez de parler comme ça, vous rendez l'enfant encore plus anxieux », dit Robert avec fermeté. La femme lui jette un regard haineux. Elle a mangé quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Nous devons juste lui laver l'estomac et ensuite nous pourrons rentrer à la maison, rétorque la femme. Robert reporta son attention sur la fillette qui regardait sa mère avec horreur, comme si elle avait vu un fantôme. Charlotte lui touche légèrement la main. « Robert, puis-je vous parler un instant ?» Il avait déjà fini d'examiner la fillette et acquiesça. Ils quittèrent la pièce et la fillette continua à pleurer en silence, loin des oreilles de sa mère. Elle supplie Robert de ne pas la lui rendre. D'après les papiers, cette femme n'est pas sa mère biologique. C'est juste une famille d'accueil. Robert jeta un coup d'œil par la fenêtre, remarquant un homme debout à l'extérieur qui donnait une impression douteuse. L'homme fumait et se tenait à l'écart, ce qui empêchait Robert de voir son visage. Il décida de s'en occuper plus tard et retourna à son bureau. Le médecin s'entretient avec la mère et la fille et leur annonce une nouvelle désagréable. La fille devra rester hospitalisée jusqu'à ce que l'on puisse déterminer ce qui ne va pas. Réagissant à cette nouvelle, la mère insiste pour que sa fille ne reste pas à l'hôpital, affirmant qu'elle fait semblant d'être malade et qu'elle est capable de tout. Robert tente de la raisonner, soulignant l'importance d'un traitement et de soins médicaux appropriés. Tentant de prendre les choses en main, la mère s'empare de la fillette et tente de partir. Robert intervient, l'exhorte à se calmer et à réfléchir aux conséquences d'un refus de traitement médical. Il a mentionné la nécessité d'impliquer la police et les services de protection de l'enfance si nécessaire, en soulignant le risque que courait l'enfant si elle n'était pas soignée. Robert soupçonne la mère et son compagnon d'être les parents adoptifs de la fillette. En quittant le bureau, la mère a averti Robert qu'il regretterait ses actions, promettant de trouver un moyen de se venger. En réponse, la fillette exprime sa gratitude à Robert par un merci chuchoté avant de fondre en larmes. Se tournant vers sa collègue, Charlotte,
Robert lui demande d'emmener la jeune fille dans un service et de procéder à tous les examens nécessaires. Il l'assure qu'il les rejoindra dans une demi-heure. Robert contacte ensuite le médecin-chef, l'informe de l'incident et lui fait part de sa crainte que la mère de la fillette n'aggrave la situation en faisant intervenir les autorités supérieures. Robert remplit les documents nécessaires et découvre que la fillette a en fait 8 ans, même si elle paraît beaucoup plus jeune. Il se rend compte de la nécessité d'un examen plus approfondi. Pénétrant discrètement dans le service, Robert remarque que la pièce est sombre et que la lumière est inexplicablement éteinte. Il s'approche du lit où sont assises Charlotte et la jeune fille, Yvonne. Elles sont en pleine conversation, Yvonne s'exprimant le plus souvent tandis que Charlotte écoute et pose parfois des questions. Yvonne était en larmes et, bien que Robert n'ait pas pu saisir chaque mot, il a compris qu'elle plaidait pour ne pas être renvoyée et qu'elle partageait les abus subis de la part de son père. En assistant à cette scène déchirante, Robert a compris l'ampleur de la situation et l'urgence d'apporter l'aide et le soutien nécessaire à Yvonne. Après être rentrés de l'école, nous sommes immédiatement affectés au travail dans les serres, puis à l'étable. La ferme dans laquelle nous travaillons est assez grande, mais nous ne sommes que 4 à faire le travail. Je n'arrive pas à croire ce qu'ils nous donnent à manger. Ma mère apporte du vieux pain et des pommes de terre, et parfois nous devons même boire du lait avarié. J'essaie d'éviter de manger à la maison et de me contenter des repas gratuits fournis par l'école. Malheureusement, hier, mon père était ivre et nous a forcés à manger du yaourt couvert de moisissures. Cela m'a rendu malade et il m'a même frappé à l'estomac quand je suis tombée. Le lendemain matin, il a paniqué et a insisté pour m'emmener à l'hôpital, alors que ma mère pensait que ça passerait tout seul. Lorsque Charlotte m'a demandé si j'avais quelqu'un d'autre, je lui ai expliqué qu'il y avait 3 autres enfants en famille d'accueil, toutes des filles âgées de 10 et 11 ans, et que j'étais la plus jeune. Je ne comprends pas pourquoi ils m'ont accueillie. Je peux à peine soulever un seau d'eau. Robert s'est hérissé les cheveux en écoutant mon histoire. Il avait déjà entendu des histoires similaires, mais là, il était confronté à la réalité. Il a allumé la lumière et a demandé si nous allions rester assis dans le noir tout le temps. Charlotte a souri et a répondu que nous l'attendions simplement. Alors qu'elle se levait et commençait à me préparer pour l'examen, elle s'est soudain figée. Elle a alors levé les yeux vers Robert, la confusion se lisant dans ses yeux. Il suivit son regard jusqu'à mon abdomen et remarqua une nette empreinte de botte. Il est resté silencieux et a continué à m'examiner, découvrant d'autres ecchymoses et mon état de dénutrition sévère. Une demi-heure plus tard, le docteur Flâné, assis dans son bureau, était rempli de fureur. L'idée que quelqu'un puisse porter la main sur sa petite fille de 8 ans lui donnait envie de tuer. Il avait déjà appelé la police, qui devait arriver d'une minute à l'autre. Il fallut encore 2 heures pour parler à l'officier de police et à la femme des autorités de tutelle, rédiger un rapport et obtenir l'autorisation de retirer les enfants. Alors qu'ils s'apprêtaient à se rendre au village, la femme s'est soudain arrêtée et a parlé d'emmener d'autres enfants pour les examiner. Charlotte et Robert l'assurent qu'ils s'occuperont de tout correctement et il s'assoit dans le bureau pour prendre un café. Charlotte ne comprend pas pourquoi ils ont besoin d'une si grande ferme s'ils ne peuvent pas la gérer eux-mêmes. Robert lui explique que c'est une question de profit. Sans les enfants placés, il n'y aurait pas de ferme. Tout était guidé par le désir de gain financier. Jour et nuit, ces personnes s'acquittent inlassablement de leurs tâches. Alors que l'État les rémunère bien pour leur travail, elles ne peuvent pas vivre pour elles-mêmes. Il peut sembler difficile de comprendre cette situation. On pourrait penser qu'en tant qu'orphelin, ils mériteraient encore plus d'empathie. Cependant, de telles pensées découlent de notre perspective humaine, alors que ces personnes ne sont pas tout à fait comme nous. La police et une femme du bureau des tutelles sont revenues après 5 longues heures. La femme n'a cessé d'exprimer son horreur pour ce dont elle avait été témoin. C'était en effet un événement effrayant. Dans un premier temps, la police s'est vue refuser l'accès aux locaux. Finalement, lorsque tout le village s'est rassemblé devant les portes, le chef de famille, qui avait déjà été condamné pour des crimes, a tiré des coups de feu. Heureusement, il a été rapidement désarmé et personne n'a été blessé. Il est maintenant en garde à vue au poste de police.
Il est apparu que ses parents d'accueil avaient déjà fait l'objet de poursuites judiciaires. 2 filles plus âgées qui étaient sous leur responsabilité s'étaient échappées dès qu'elles avaient atteint l'âge adulte. Ces filles ont été retrouvées et ont témoigné. En outre, on a découvert qu'il existait, au sein du système de tutelle, une personne disposée à faciliter le placement d'enfants en échange d'argent. Le docteur Flannery rendait fréquemment visite à Robert pour s'enquérir du bien-être de ses nouveaux patients et le tenir au courant des progrès de l'enquête. Charlotte était également présente lors de leur conversation, car elle avait été un témoin direct des récents événements. Charlotte consacrait tout son temps libre au service d'Yvonne. Robert l'avait même aperçu pendant ses jours de congé. Charlotte avait acheté de nombreux livres et un gros animal en peluche pour Yvonne. Robert doit s'avouer qu'il éprouve plus que de la tendresse pour Charlotte, il en est profondément épris. Un jour, Charlotte entre dans son bureau et s'adresse au docteur Wilson. « Yvonne sera-t-elle bientôt libérée ? Je voulais vous demander votre aide. Vous voyez, je ne peux pas laisser Yvonne. C'est une enfant si remarquable et si intelligente, j'ai le désir irrésistible de l'adopter. Cependant, j'ai récemment découvert que je n'avais pas d'endroit où vivre et, surtout, que je n'avais pas de mari. Je me demandais si vous aviez des conseils à me donner ou s'il existait un site internet où je pourrais trouver un prétendu mari. Je ne sais vraiment pas quoi faire. » Charlotte se mit à pleurer et Robert, en la regardant, se rendit compte qu'il n'avait pas remarqué la profondeur de son cœur compatissant. Robert s'assoit à côté d'elle et lui dit « Charlotte, allons au restaurant après le travail, nous avons besoin de nous distraire et peut-être qu'une solution se présentera d'elle-même pendant le temps que nous passerons ensemble. » Devant l'expression étonnée de la jeune infirmière, Robert remarque son hochement de tête d'approbation. À la fin de la soirée, il a compris qu'il était complètement et irrévocablement tombé amoureux. Le lendemain, en congé, il cherche du réconfort et de la compréhension auprès de ses parents. Il savait que personne ne pouvait le comprendre mieux qu'eux. En arrivant chez ses parents le matin, sa mère s'est empressée de préparer la table, le couvrant de câlins affectueux. « Robert, tu es devenu un très bon jeune homme, cela fait longtemps que tu n'es pas venu nous voir », s'exclame sa mère, ravie. Son père, qui l'observe avec satisfaction, contacte discrètement le médecin-chef pour s'enquérir des progrès professionnels de leur fils. Le docteur Flannery ne tarit pas d'éloges sur les compétences de Robert, ce qui fait la fierté de son père. Cependant, au cours du repas familial, son père s'abstient de révéler sa fierté. Au lieu de cela, il a demandé à Robert des nouvelles de son travail. Alors que Robert raconte ce qui s'est passé, Madame Wilson, submergée par l'émotion, ne peut se résoudre à manger. « Nous devons faire quelque chose pour ces filles, surtout pour Yvonne. Nous devons intervenir, et Charlotte est une fille si intelligente. Père, ne pouvez-vous pas utiliser vos relations pour aider Charlotte à adopter Yvonne ? » implore Mrs. Wilson, mais son père reste silencieux. Il observe attentivement son fils Robert. « Il y a autre chose, n'est-ce pas ? Raconte-nous tout, mon fils, lui demande-t-il. « Tu as raison, papa. J'aime Charlotte et j'ai l'intention de la demander en mariage. Je comprends que cela ne corresponde pas aux normes de nos cercles sociaux, mais c'est ma vie. Je suis venu ici aujourd'hui pour éviter tout malentendu. Je vais la demander en mariage, déclare Robert. La salle se tait, car son père est traditionnellement celui qui prend les décisions dans la maison. Sa mère le regarde avec impatience, consciente que les actions de leur fils risquent de ne pas être bien comprises dans leur cercle social. Finalement, son père, levant les yeux au ciel, demanda à sa femme, « Chérie, s'il te plaît, apporte la bague de grand-mère. Comment pourrait-il faire sa demande en mariage sans elle ?» Sa mère se lève aussitôt de son siège et disparaît dans la pièce adjacente. Robert sait que sa famille possède une bague spéciale, traditionnellement transmise aux filles ou aux mariés. Se tournant vers son père, il lui exprime sa gratitude pour sa compréhension. Sans attendre, Robert se rendit au travail, même si ce n'était pas son horaire de travail. Il ne pouvait plus supporter l'attente. Surprenant tout le personnel en s'élançant dans le couloir, il entre dans la chambre d'Yvonne avec Charlotte, plongée dans un livre.
Toutes deux le dévisagent, avec une expression mêlée de surprise et de curiosité. À l'insu de Robert, Anna était entrée discrètement dans la chambre derrière lui, cherchant à expliquer la situation à Charlotte. « Veux-tu m'épouser ? J'ai des sentiments profonds pour vous, et je promets d'être un père aimant pour Yvonne », murmura l'infirmière en chef avec un doux sourire en refermant la porte. C'est exactement ce qu'elle avait prévu, se dit-elle, même si elle avait subtilement manipulé la situation en envoyant Charlotte demander conseil à Robert et en lui suggérant qu'il connaissait une solution à son problème. Charlotte se lève, confuse. « Qu'est-ce que tu viens de dire ? Comment pouvons-nous nous marier ? Comment peux-tu m'aimer ? Demande Robert, interloqué. Anna t'a tout dit ? Me dire quoi ? Charlotte se rend compte qu'elle en a trop dit et se tait, gênée. Sans perdre de temps, Yvonne intervient avec un sourire. Docteur Wilson, Charlotte a dit à Anna combien elle tenait à vous. Elle pensait que je dormais, mais j'ai tout entendu. Charlotte s'est mise en colère et a eu honte, tandis que Robert a souri. Il semble que tout se mette en place, Charlotte. Cette bague a été transmise dans la lignée féminine de notre famille. Demain, nous irons au bureau d'enregistrement et nous rencontrerons mes parents. Tu dois porter cette bague. Sinon, j'aurai des problèmes avec ma mère. Charlotte, timide, tendit la main et Robert lui passa la bague au doigt. La femme du bureau des tutelles leur avait été d'une aide précieuse. Elle avait efficacement facilité toutes les procédures d'adoption nécessaires pour Yvonne. Félicitations pour être devenu papa et maman, dit-elle chaleureusement en tendant à Charlotte un dossier contenant les documents d'Yvonne. Yvonne a serré Charlotte et Robert dans ses bras, un nouveau chapitre s'ouvrant dans leur vie, rempli de joie et de bonheur.